En 2025, si on suivait un peu les marchés financiers, il y a un secteur qui a complètement écrasé tous les autres, les métaux. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer une telle explosion? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence direct avec le chiffre qui a mis tout le monde par terre. Une hausse de 148% pour l'argent. En une seule année, là, forcément, la question qui se pose, c'est « mais que s'est-il passé exactement ?» Et attention, l'argent n'était pas tout seul dans sa course folle. L'or, de son côté, a signé une progression de près de 65%, ce qui est tout simplement sa meilleure année depuis 1979. Donc là, c'est clair, ce n'était pas un incident isolé, c'était un vrai raz-de-marée sur tout le secteur. Bon, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est sûr. Mais pour vraiment comprendre leur ampleur, il faut les comparer aux autres grands placements de l'année. Et c'est là qu'on mesure vraiment le phénomène. Et là, le constat est sans appel. Pour un investisseur européen, l'or a surperformé les actions de plus du double. Et pourtant, c'était une très bonne année pour la bourse. Mais le plus frappant, c'est quand on regarde le Bitcoin. On l'appelle l'or numérique, n'est-ce pas? Eh bien, il a plongé de plus de 17%. En 2025, il n'y a pas eu de débat. La vraie valeur refuge, c'était le bon vieux métal physique. Ok, donc comment on explique cette année complètement folle pour l'or? L'histoire de cette hausse, ce n'est pas une belle ligne droite. Pas du tout. En fait, ça s'est joué en deux temps, deux vagues bien distinctes. L'année a démarré sur les chapeaux de roue. Première vague de janvier à avril, où l'or a joué à fond son rôle classique de valeur refuge. Ensuite, petite accalmie pendant l'été, et puis, bam, deuxième accélération à la fin de l'été. Mais cette fois, c'était pour des raisons purement financières, et c'est ça qui a propulsé le métal jaune vers des sommets jamais vus. En fait, c'était une véritable tempête parfaite qui s'est mise en place. Ça a commencé avec un contexte géopolitique déjà bien tendu, et en plus de ça, le retour du protectionnisme américain. En même temps, les banques centrales continuaient d'acheter de l'or à tour de bras pour s'éloigner du dollar. Mais le vrai détonateur, celui qui a tout changé en fin d'année, c'est quand la Fed a laissé entendre qu'elle allait baisser ses taux. Ça a été le signal que tous les gros investisseurs attendaient pour revenir en force. L'histoire de l'or est fascinante. On est d'accord. Mais alors celle de l'argent, la superstar de l'année, elle est peut-être encore plus complexe et encore plus remarquable. Pour vraiment piger ce qui s'est passé avec l'argent, il faut comprendre qu'il a une double casquette. D'un côté, il fait comme l'or, c'est une valeur refuge, ça rassure quand tout va mal. Mais de l'autre, et c'est ça qui change tout, c'est un métal industriel critique, indispensable. Ce qui est fou, c'est qu'il profite à la fois de la peur et de la croissance économique. Et quand on parle de demande industrielle, ce n'est pas juste en détail. L'argent est partout. Il est au cœur de la transition énergétique, dans les panneaux solaires, dans les voitures électriques. Il est absolument essentiel à la révolution numérique, pour les data centers, l'intelligence artificielle. Tout ça, ça crée une demande de fonds qui est non seulement puissante, mais qui ne fait que grandir. Et regardez bien ce chiffre. Plus de la moitié de la demande mondiale d'argent vient maintenant de l'industrie. C'est un changement de paradigme complet. L'argent n'est plus juste un métal précieux, c'est devenu un métal stratégique. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a un autre problème, ou plutôt une autre force qui pousse les prix vers le haut, le marché est en déficit. Depuis 2021, on consomme plus d'argent qu'on arrive à en sortir des mines. Imaginez la tension, une offre qui peine à suivre et une demande qui explose. C'est un cocktail explosif pour les prix. Ok, on a vu l'or, on a vu l'argent. Maintenant, prenons un peu de recul. Parce qu'au-delà de leurs histoires spécifiques, il y a des grandes tendances économiques, des vagues de fonds, qui ont créé un environnement absolument idéal pour les métaux précieux en 2025. Alors, il y a un mot qu'on entend partout et qui est super important ici, la dédollarisation. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est assez simple, ce sont les banques centrales partout dans le monde qui décident de moins dépendre du dollar américain. Et pour ça, qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent de l'or. C'est une tendance lourde qui dure depuis des années et qui a continué de plus belle en 2025. Donc si on résume, il y a eu 3 grands vents porteurs. Primo, la baisse du dollar. C'est mécanique. Quand le dollar baisse, les métaux deviennent moins chers pour tous ceux qui achètent avec une autre monnaie. Secondo, l'anticipation de la baisse des taux d'intérêt. Ça rend les obligations moins intéressantes et donc l'or et l'argent deviennent plus attractifs en comparaison. Et tertio, ces fameux achats massifs et continus des banques centrales qui agissent comme un filet de sécurité pour tout le marché. Bon. Après une année pareille, évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ça peut continuer en 2026? Alors, regardons un peu les arguments des deux camps, les optimistes et les plus prudents. D'un côté, on a le camp des optimistes. Pour eux, rien n'a changé, les tensions géopolitiques sont toujours là, les banques centrales continuent d'acheter et les dettes des États sont de plus en plus inquiétantes. Bref, tous les ingrédients de la hausse sont encore sur la table.
De l'autre côté, les plus prudents lèvent la main et disent « Attention, après une envolée aussi verticale, une petite correction serait saine ». Et puis, si l'économie ralentit vraiment, ça pourrait freiner la demande industrielle pour l'argent. Et cette incertitude, on la retrouve parfaitement dans les prévisions des analystes. Il y a les super optimistes qui voient déjà l'or passer le cap symbolique des 5000 $. Pour l'argent, c'est plus partagé. On a de grandes banques comme UBS qui sont sur une zone de 55-60 $, et puis des scénarios beaucoup plus agressifs qui parient sur la continuité du déficit et qui parlent carrément de 75 voire 90 $. Clairement, 2025 a marqué une rupture. Et ça nous laisse avec la question fondamentale pour l'avenir. Est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'une nouvelle ère pour l'or et l'argent en tant qu'actifs stratégiques et monétaires centraux, ou est-ce que tout ça n'était qu'une bulle spectaculaire sur le point d'éclater? La réponse, quelle qu'elle soit, dessinera sans aucun doute le paysage financier des prochaines années.